Donc, Gustave Courbet, le Proudhon de la peinture, portée et limite d'une appellation. Alors maintenant, je vais vous montrer que oui, il était très influencé par le philosophe Proudhon, qui est un philosophe dit socialiste, et il en suit les idées. Proudhon est ici peint en 1865, c'est un portrait posthume puisqu'il est déjà mort. Il a travaillé à partir de photographies où on voit le peintre dans la position de la mélancolie de Dürer qui renvoie au génie. En général, on associait la mélancolie au caractère du génie. Donc il est ici présenté en génie, le philosophe et ses textes. Quand ces deux hommes se sont-ils connus? Eh bien, pas vraiment sur les barricades de 48, parce que si je vous ai montré que Courbet n'était pas un 48ard, eh bien, Proudhon, pas vraiment non plus. En fait, Proudhon arrive sur le tas à la Révolution de juin 48. Il est quand même élu à l'Assemblée nationale, ce qui fait qu'il prend la défense d'un certain Raspail et pour avoir troublé l'ordre, sera écroué pendant 3 ans à la prison de Saint-Pélagie, c'est-à-dire la prison où se trouvait auparavant, enfin non, où se trouvera plus tard, pardon, en tant que communard, l'ami Courbet. Ils ont certainement eu le temps de parler tous les deux quand il a été en prison, parce que dans ses carnets, Proudhon était un homme très précis, il notait tout, il faisait des fiches, et dans son petit carnet, on sait qu'en avril 51, il marque « Peintre Monsieur Courbet ». À la sortie de prison, le 4 juin 1852, il se trouve que Courbet y est. Donc on peut supposer qu'entre avril 51, où il rentre dans les petites fiches, et juin 52, il lui a rendu suffisamment visite pour que les deux hommes se connaissent. Qu'est-ce qu'a fait Proudhon en prison? Il a écrit 3 textes, dont un qui s'appelle « La philosophie du progrès ». Qu'est-ce qu'il dit dans la philosophie du progrès? Il dit la chose suivante, il y a toute une partie qui s'appelle de l'esthétique, dont la philosophie de l'art, et il dit « L'art a une fonction, c'est d'éduquer le peuple, lui montrer les vices et les vertus. L'art doit fonctionner, en particulier un art réaliste, comme un miroir. On se regarde dedans, ou on regarde ce miroir de la société, on va voir apparaître des personnages qui sont vertueux, c'est un modèle à suivre, ou qui sont vicieux, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est sa conception de l'art qui est écrite déjà pendant qu'il est en prison avec la philosophie du progrès. Il est possible qu'il ait été influencé à ce moment-là par Courbet, nul ne le sait exactement. On dispose aussi de lettres, une seule lettre en fait de Courbet qui parle de l'économie, qui parle de l'organisation politique de la France, qui parle de l'éducation en termes proudhoniens complets. Mais il n'y en a qu'une de ces lettres, et pourquoi? Parce qu'il a demandé à ce qu'elle soit brûlée, parce que trop d'échanges avec Proudhon, c'était assez dangereux en tout cas, et pas très prudent sous le Second Empire. Il retiendra des idées de Proudhon, quelques-unes, et en particulier 2. L'anarchisme, d'une part, c'est-à-dire un goût poussé pour la liberté, et 2. Le mutualisme. Et vous allez voir ce qu'il en fait de l'anarchisme. Lorsque, en 1855, un certain Nieuwerkerken, qui était l'intendant des Beaux-Arts on est en 1855, donc de Napoléon III, l'invite à déjeuner pour lui dire « Écoutez, monsieur, mettez un peu d'eau dans votre vin, essayez de modérer vos idées. » On le sait parce qu'il l'écrit à son mécène dans une lettre, il lui raconte le fameux déjeuner. En fait, il a été convié pour essayer d'atténuer le type de tableau qu'il allait présenter en 1855 au tableau. Ceci se passe en 1854. Et le monsieur Nieuwerkerken, donc l'intendant, lui dit « Mettez de l'eau dans votre vin ». Et voilà ce qu'il a répondu à peu de choses près. « Monsieur, vous avez votre gouvernement, vous n'y comprenez rien, moi je suis mon propre gouvernement ». Et ces mots sont restés « Je suis mon propre gouvernement ». C'est-à-dire que pour Courbet,
Il y a un gouvernement et l'État qui n'ont rien à voir avec lui, lui-même est son propre gouvernement. Et quand il fait ce genre de réflexion, il est proudhonien, il applique l'anarchisme libertaire de Proudhon. Donc qu'est-ce que la liberté en 1850 ? Proudhon écrit que plus une société est avancée, moins l'autorité d'un homme sur un autre est nécessaire. Donc il refuse toute forme d'autorité dans une société avancée. Dans des textes ultérieurs de 49 et 51 qu'ils ont peut-être discutés alors que Courbet lui rendait visite en prison, il écrit qu'aucun gouvernement ne vaut, pas même une démocratie. Il est contre la démocratie parce que la démocratie, c'est l'imposition de l'autorité de la majorité sur une minorité. Il faut que chacun soit son propre gouvernement. Aucun gouvernement de plusieurs personnes ne peut s'imposer à un autre. Donc quand Courbet raconte à son mécène qu'il a envoyé balader manifestement l'intendant des Beaux-Arts de Napoléon III, il a parlé en termes proudhoniens en disant « je suis mon propre gouvernement, personne n'a de leçons à me donner ». Donc il applique quelque part l'anarchisme, le refus d'anarchie et l'anarchisme libertaire de Proudhon. Proudhon ajoute « la vraie vérité est la seule forme de non-gouvernement possible et la seule forme politique viable ». Donc il y a donc, cette notion d'absence de gouvernement qu'il applique à lui-même. Alors, il a toujours une façon de faire les choses un peu particulière. Parfois, son propre gouvernement, c'est surtout un ego démentiel. Et Proudhon dira de lui qu'il est quelque peu fanfaron. Un euphémisme, grandeur nature. Le voilà ici caricaturé. Vous voyez la taille de l'ego de Courbet, présenté ici, toujours avec les verres de bière. On lui reprochait, je me demande si ce n'était pas Proudhon, à une certaine réunion, de renverser de la bière sur les papiers de Proudhon. Ensuite, l'homme, tu me posais la question tout à l'heure, a vendu au salon, mais il a surtout eu des mécènes. En fait, il a fonctionné avec les deux, ce qui fait qu'à la fin des années 1860 et au début de 70, avant de devenir l'homme politique qu'on connaît de la Troisième République et le communard, il a suffisamment de prestige pour pouvoir se permettre une chose, c'est de refuser la Légion d'honneur. En fait, il avait fait des compromis pendant des années, il s'était rapproché du duc de Mornay, il fallait quand même vendre un peu, donc de temps en temps, il faisait certainement une peinture qui était plus facile à vendre. Mais quand, en 1870, il est nommé, il l'apprend par le bulletin officiel à la Légion d'honneur, il refuse et écrit une lettre au ministre Maurice Richard. Alors, et il lui dit « L'État est incompétent en matière d'art. J'ai 50 ans et j'ai toujours vécu libre. Laissez-moi terminer mon existence libre. Quand je serai mort, il faudra qu'on dise de moi « Celui-là n'a jamais appartenu à aucune école. » C'est dommage, je vous ai dit qu'il était réaliste, mais c'est pas grave. À aucune église, ça on le savait déjà. À aucune institution, à aucune académie. Surtout à aucun régime, si ce n'est le régime de la liberté. Et quand on dit aucun régime, si ce n'est celui de la liberté, on est proudhonien, on croit à cette forme d'anarchisme. Alors là, vous le voyez caricaturé, le ventre en avant, la pipe bien sûr, les cheveux la barbe un peu grisonnante, et puis il est en train d'allumer sa pipe avec un ruban rose qui est probablement le ruban de la Légion d'honneur qu'il vient de refuser. Donc la première chose qu'il met en application, c'est son gouvernement, c'est sa version de l'anarchisme proudhonien. Deuxième point, c'est sa version du mutualisme. La relation de base dans le système économique de Proudhon, et chez Proudhon il y a le primat de l'économie sur le politique, c'est-à-dire que domine l'organisation économique sur le politique, eh bien c'est le mutualisme, une relation mutuelle, d'intérêt mutuel d'une personne à une autre. Et vous allez voir ce que ça donne chez l'ami Courbet. Chez Courbet, on a une relation du mutualiste avec Bruyas. Bruyas, c'est ce premier mécène qui va lui acheter ses tableaux au moins à partir de 1853 à ma connaissance. Il est installé à Montpellier, d'où le nombre de tableaux au musée Fabre à Montpellier. Et le voici se présenter à Bruyas qui est ici, le valet derrière, et Courbet avec son bâton en juif errant ici. Il est extraordinaire dans la tradition picturale de voir une relation d'égalité d'homme à homme entre le peintre et son mécène. C'est très nouveau.
En fait, ils ont une relation d'égalité parce que les deux hommes ont intérêt à travailler l'un avec l'autre. Courbet, on sait pourquoi. Il a besoin de vendre ses tableaux en dehors du salon, c'est clair. Pourquoi Bruyas a-t-il besoin de Courbet? Bruyas est un collectionneur, mais il écrit également sur l'art, des théories de l'art. Il y a deux ouvrages publiés et un autre qui n'a pas été publié, qui parlent du rôle de l'art. L'art doit éduquer parce que c'est un art de vérité qui dit les choses telles qu'elles sont, qui n'est plus un mensonge, et le réalisme de Courbet permet d'illustrer ses thèses. On peut toujours écrire beaucoup en art, mais si vous n'avez aucun article pour vous adosser, vous prêchez dans le vide. Donc justement, il y trouve un certain avantage. Alors le problème, c'est que vous avez vu que l'anarchisme chez Courbet prend des proportions, c'est moi, je d'abord. Et bien dans le mutualisme, il y a un petit peu de ça. Il tire toujours un peu le drap vers lui, c'est toujours à son avantage. Et là encore, les caricaturistes s'en rendent compte. L'adoration de Monsieur Courbet, comme l'adoration des mages, il est en Dieu. C'est pas le petit Jésus qu'on vient voir, mais il est là. Et la relation d'égalité et mutualisme n'est pas tout à fait respectée. Il a eu une autre idée, une autre forme de mutualisme, c'est dans sa relation à Proudhon. Proudhon va voir ce tableau en 1863 dont nous disposons uniquement de documents de gravure et de représentation photographique. Pourquoi on l'avait fait l'autre fois? Lorsque ce tableau, il n'est pas exposé, il est refusé au salon de 1863, il est refusé au salon des refusés, du jamais vu ou presque, et il va quand même être acheté par ce qu'on pourrait appeler un intégriste catholique qui va sûrement le détruire, parce que ce tableau est choquant. Or, ce tableau, pour Proudhon, est un bon art, parce que c'est un art socialiste, ou en tout cas proudhonien, parce qu'il sert les pensées proudhoniennes. Et donc, Proudhon a l'intention d'écrire un essai pour défendre sa vision de l'art à travers ce tableau. Et ce petit document va devenir un livre qui est ici, c'est du principe de l'art et de sa destination sociale. Ce qui est bien, c'est que Courbet, lui, il a presque l'impression d'entrer dans un rapport de mutualité avec Proudhon parce qu'il a presque l'impression qu'il est en train d'écrire ce qui était au départ quelques feuilles et qui va devenir un traité. Parce qu'au départ, Proudhon pensait juste défendre le tableau, il va écrire 160 pages. Alors voilà ce qu'est en train d'écrire à son père Courbet. Je suis en correspondance avec Proudhon. Nous faisons ensemble un ouvrage important qui rattache mon art à la philosophie et son ouvrage au mien. Donc vous voyez bien la relation mutualiste d'échange et d'intérêt entre les deux. Et il écrit à son cher Max Buchon en août 63. Proudhon entreprend de résumer l'art de ce temps-ci, résumé que je lui ai suggéré, toujours en sa faveur bien sûr. Il pensait se satisfaire de cette bluette en quelques 10-12 pages, mais le voilà lancé dans un petit traité de 160 pages. Le voilà le traité. Nous allons enfin avoir un traité de l'art moderne arrêté et la voie indiquée par moi correspond à la philosophie proudhonienne. Donc il est en train de dire que c'est lui qui montre la voie à l'ami Proudhon. On va voir s'ils sont d'accord. Jamais je n'ai tant écrit de ma vie, si tu me voyais, c'est à crever de rire, je suis noyé dans les paperasses. J'ai écrit à Proudhon chaque jour mes 8 à 10 pages d'esthétique, l'esthétique étant la philosophie de l'art. Alors je ne suis pas sûre que Proudhon était très très content. En fait, Proudhon, il n'en peut plus, il ne lui répond même pas. Donc l'ami Courbet est obligé de passer par les amis pour savoir ce qu'est en train d'écrire Proudhon. Mais lui, il continue à produire, puisqu'il pense qu'il est presque en train d'écrire le traité. Un jour, Proudhon écrit à un ami « J'ai reçu une énorme lettre de Courbet. Je crois qu'il est allé la chercher chez le plus vieil épicier d'Ornans. » En fait, il était tatillon, il aimait avoir telle encre avec tel papier. Et là, il a reçu une lettre qui est un vrai torchon. Le cahier d'écolier le plus sale, le plus jaune, le plus grossier pour écrire. Courbet m'écrit souvent et quand il s'y met, gare. Cette fois, il m'a couvert moins de 14 pages de lit de vin. Ce sera une affaire que de lire tout cela. Il n'en peut plus. Et d'ailleurs, dans le chapitre 10 du fameux livre, il écrit de Courbet « Il n'est qu'un peintre. Il ne sait ni parler, ni écrire. Taillé en Hercule, la plume pèse à sa main comme une barre de fer à celle de l'enfant. » C'est dur, mais quand on dit que c'est un peintre proudhonien, il faut faire attention
parce qu'il n'était pas d'accord sur tout. En fait, pour Proudhon, le peintre reste un peintre et c'est à lui d'interpréter et de se servir des œuvres de Courbet pour lui donner leur sens politique, mais certainement pas à Courbet. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, vous allez voir ce qu'il écrit sur un certain nombre de tableaux. Alors le retour de conférence, tout le monde en a pour son grade. L'homme sur l'âne est le doyen de 40 ans de service qui serait un joyeux convive parvenu. La personne qui le soutient ici est un jeune cherchant avant tout dans la carrière ecclésiastique les joies positives du bien-être, de la vie abritée et confortable. Donc c'est le confort qu'il cherche dans l'Église. Et puis celui qui tire l'âne, qui est donc ici, est un abbé de bon ton, adoré des dames, faisant de la musique avec les demoiselles, aspirant évêque. Donc le respect pour l'institution ecclésiastique, ça passe. Et puis, bien sûr, ici, il y a le paysan qui se gauze de la situation. Il ne faut pas oublier qu'il y en a un qui vomit généreusement derrière. Et il dit de ce paysan qu'il est un esprit positif et pratique qui a perdu la foi au ciel et l'estime du clergé. Donc ça sert son discours anticlérical. C'est une peinture qui enseigne au peuple quelle est la véritable identité de l'Église. Et puis dans le même ordre d'idée, vous aviez l'enterrement. Il parle du fossoyeur au visage épaté. Il parle des enfants de chœur indévots et polissons. C'est vrai qu'ils n'ont pas l'air très concentrés à la tâche. Ces bedeaux au nez bourgeonné qui sont ici. Et il ajoute ce dont nous parlions quand on a fait le réalisme. Nous avons perdu la religion des morts. Donc il utilise les tableaux de Courbet pour servir son discours et pour enseigner au peuple qu'il faut perdre la religion des morts et qu'il faut être anticlérical. Qu'est-ce qu'il dit sur le retour des paysans? Il aime ce tableau pour des raisons politiques cette fois. Il dit « Voilà la France rustique, sa médiocrité honnête, nulle ambition de commandement, une profonde empathie. » Alors, pourquoi il aime cette médiocrité honnête? Eh bien, parce qu'il n'aime pas Paris, il n'aime pas l'autorité parisienne, il n'aime pas cette révolution. Il rêve d'une France fédérale, je crois, d'une douzaine de régions, où aucun n'ampute sur l'autre, où il n'y a pas de hiérarchie, et c'est sur cette France médiocre et sans ambition sur laquelle il a l'intention de se baser et de construire sa société. Quant aux femmes, les voici, les demoiselles de la Seine. Il en parle, ce sont de jolies bourgeoises? Non, pas du tout. Il dira la chose suivante, elles savent écrire, peindre, chanter, déclamer, mais l'orgueil, l'adultère, le divorce, le suicide voltigent autour d'elles. Il déteste ces femmes un petit peu charmantes, vous allez voir pourquoi après. Il déteste cette forme d'amour, il défend une société avec un amour chaste. Or, celle-ci vous enseigne que si vous êtes attiré par ces femmes, en fait, vous allez vers l'adultère, le divorce, etc. Qu'est-ce qu'il va dire des baigneuses? Les baigneuses qui sont achetées d'ailleurs c'était un des premiers tableaux qu'achètera Bruyat. Il dit, c'est la femme, la bourgeoise, dont le mari a été libéral sous Louis-Philippe, réactionnaire sous la République et actuellement sujet dévoué de l'empereur. Alors, je crois que c'est ce tableau dont on dit que l'empereur, le voyant, a pris sa cravache et lui a donné un petit coup sur les fesses. Et notre ami Proudhon continue. Cette bourgeoisie charnue et cossue, déformée par la graisse et par le luxe, prédestinée à mourir de poltronnerie, si ce n'est de gras fondu. Et il parle de son gros derrière. L'art a pour lui la fonction de nous délivrer de ces illusions pernicieuses. Donc un tableau comme celui-ci, pour Courbet, lui permet de montrer que la bourgeoise déshabillée montre en fait ses chairs absolument hideuses et ça n'est pas la femme idéale. La femme idéale, alors oui, bien sûr, les caricatures se lâchent encore sur cette grosse femme et ce gros derrière. La femme idéale, c'est la fileuse telle que le peint Courbet en 1855. Alors, il a horreur des nues académiques parce que elles sont aguichantes. Et voilà ce qu'il dit. Contrairement aux nymphètes à la taille svelte et aux doigts de fée, vraies poupées à qui l'on voudrait soulever un peu la jupe, écarter la cuisse, découvrir la gorge car elle vous émoustille, eh bien, nous voici avec cette fileuse. Elle nous affranchit des titillations de la chair et de la concupiscence. La fileuse de Courbet est brune. Je ne sais pas ce qu'il a contre les blondes. Bien assise, bien colletée, c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose.
celle à la taille puissante, les bras robustes, les doigts nourris. Donc il aime cette femme parce qu'elle représente cette femme chaste telle qu'il l'apprécie. Et puis à un moment, il va rajouter quelque chose qui ne plaît pas nécessairement à l'anarchisme de Courbet. La spontanéité et l'indépendance de l'artiste ne peut s'accepter de façon absolue, et il ajoute de Courbet. Il est indépendant de tempérament, de caractère, de volonté, comme les enfants gâtés qui ne font que ce qu'ils veulent. En fait, contrairement à la compréhension de Proudhon par Courbet, Proudhon met une limite à la liberté de l'artiste parce qu'en fait, il doit se soumettre à la règle proudhonienne. Et ça, je doute que Courbet était prêt à cela. Alors maintenant, on va voir un tableau, justement, qui échappe à Proudhon, qui s'appelle l'Atelier. Allégorie réelle déterminant une phase de cette année de ma vie artistique et morale, qui est peint en 1800, je crois, pendant l'hiver 54-55. C'est peut-être le tableau le plus proudhonien de tous, alors que Proudhon n'aime pas ce tableau. Et c'est logique, c'est parce que c'est un tableau qui n'est pas facile à lire pour le peuple. Je ne vois pas comment ce tableau peut facilement éduquer le peuple, ce qui est quand même la fonction de l'art aux yeux de Proudhon. Et puis il y a ce qu'on appelle une oxymore, allégorie réelle. C'est censé être réel et réaliste, quelque part, ne compliquons pas les choses, et c'est une allégorie. Pour Proudhon, on ne peut pas être dans l'allégorie. L'allégorie est la personnification d'une pensée abstraite. Proudhon, il veut être dans le concret, il veut enseigner concrètement les vices et vertus de la vie, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ce tableau ne plaît pas à Proudhon, et pourtant c'est peut-être le plus proudhonien de tous les tableaux peints consciemment par Courbet. Alors on va s'atteler à ce tableau. Il a donné, comme je disais tout à l'heure, le lieu à de nombreuses interprétations, 15, 16, 17 interprétations plus brillantes et bruyantes d'ailleurs, les unes que les autres. Et je vais vous en présenter une. Alors ce tableau est une allégorie, encore faut-il avoir le mode d'emploi. Alors le mode d'emploi, on l'a sans l'avoir, c'est une lettre qu'il écrit à son ami Champfleury en novembre-décembre 1854. Il termine comme ça. « Vous comprendrez comme vous pourrez, les gens qui veulent juger auront de l'ouvrage, ils s'en tireront comme ils pourront. » C'est mal parti, mais nous on va essayer de s'en tirer avec ce tableau. Et il écrit la chose suivante. « À gauche, l'autre monde de la vie triviale, le peuple, la misère, la pauvreté, la richesse, les exploités, les exploiteurs, les gens qui vivent de la mort. » C'est cette partie-là, ce qu'on pourrait après appeler les damnés. Et puis de l'autre côté, et je reviendrai là-dessus, il parle des amis, ce qu'on pourrait appeler les élus. On peut comprendre que Proudhon n'aimait pas ce tableau où le maître Courbet se retrouve en donneur de leçons au centre, en Dieu proudhonien. Peut-être, je vais vous le montrer dans un instant. Mais encore une fois, il est au centre du tableau. Alors à gauche, je vous disais les damnés. Les voici, les personnages de gauche. Je vais en partie m'appuyer sur l'interprétation de Hélène Toussaint, qui a écrit en 1977 un texte qui permet d'attribuer des visages à chacun de ces personnages. On reviendra là-dessus dans un instant. Alors, qui sont-ils? Courbet les décrit un par un. Il y a ici un juif vu en Angleterre. Une lecture proudhonienne nous permet de dire que c'est peut-être le capital, la finance ou l'usurier qui représente ce même personnage haï par les paysans des campagnes dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont opprimés par l'usure. Derrière lui, vous avez un curé, le voilà, un curé au nez rouge, à la trogne rouge, explique Courbet. On a vu qu'il était contre l'institution religieuse, ne serait-ce que c'était un pouvoir autoritaire abusif dans une pensée anarchisante, ça passe pas. Vous avez ensuite l'ancien républicain. C'est surprenant qu'ils mettent du côté des damnés l'ancien républicain. Alors si vous regardez l'ancien républicain, dans la classification de Madame Hélène Toussaint, l'ancien républicain de 1793 pourrait être bien le misérable Lazare Carnot, qui est donc le petit-fils du républicain. Il se trouve que M. Carnot était un champion de la réforme de l'éducation de 1848, mais il était certainement trop autoritaire
pour Proudhon. Continuons. Ensuite, vous avez ici une palanquée de personnages, 1, 2, 3, et ce quatrième qui baisse la tête. Qui sont-ils? Un chasseur, un faucheur en Hercule, celui qui a le chapeau, selon Courbet, dans sa lettre. Madame Toussaint nous aide et elle nous dit que ce chasseur, ce faucheur peuvent symboliser les nations qui en sont en lutte pour leur indépendance, l'Italie, la Hongrie et la Pologne. Plus précisément, il pourrait s'agir de Garibaldi qui représente l'Italie, Kossuth qui représente la Hongrie, Kosciuszko qui représenterait la Pologne et Bakounine, la Russie, qui est ici. Ces 4 personnages luttent pour la défense de leur nation, c'est donc les représentants du nationalisme. Et puis ici, vous avez un personnage décrit par Courbet qui serait une queue rouge, mais c'est peut-être aussi un Chinois, un clown chinois. Or, la France, depuis 1849, s'est établie à Shanghai, c'est le début du colonialisme en Asie. Donc, ces 4 personnages ici, plus celui-là, pourraient représenter le colonialisme et le nationalisme. Or, en particulier, le nationalisme est condamné par Proudhon dans la philosophie du progrès, ce texte qu'il écrit en prison peut être discuté avec Courbet. Il s'attaquerait donc à 2 formes de lutte qui est le nationalisme et l'anticolonialisme qui sont l'un et l'autre condamnés, le colonialisme condamné par Proudhon. Reste ensuite le croque-mort qui est ici. Alors le croque-mort, c'est pas très compliqué. Si c'est bien Monsieur Girardin, c'est le fondateur de Journaux populaires, mais c'est surtout un fossoyeur de la République. Il a soutenu Louis-Napoléon Bonaparte en 1851 quand il a fait son coup d'État. Ensuite, vous avez ici un marchand d'oripeaux. Ce marchand d'habits, un marchand d'oripeaux, c'est le commerçant, c'est le capital qui est représenté ici pour Proudhon. Et puis vient ensuite ce chasseur que l'on a dit braconnier, c'était Sylvestre, un contemporain de Courbet qui parle d'un braconnier. On pense que c'est Napoléon III, sous les traits de ce chasseur. Eh bien peut-être il venait braconner sur les terres de Courbet en lui interdisant de présenter un certain nombre de ses tableaux au salon. En fait, il sort de ses terrains de chasse, il n'a pas à intervenir dans le domaine artistique. Et puis il reste 2 personnages que l'on voit ici. C'est une Irlandaise, sa tête est ici, qui est en train d'allaiter son enfant qu'il aurait vu en Angleterre, et un ouvrier qui se trouve ici. Or, la philosophie socialiste de Proudhon n'est pas une philosophie moderne au sens industriel. Il est contre l'industrie, il est contre la machine. L'ouvrier et l'ouvrière, pour lui, ne devraient pas exister. Il défend une société pré-industrielle. Dernier détail proudhonien, vous avez ici un crâne sur le journal des débats. Le journal des débats avait attaqué le réalisme de Courbet, On rapporte que Proudhon aurait dit que les journaux étaient le cimetière des idées, ce qui correspondrait ici. Le deuxième côté maintenant, le côté des élus, le voici. Il écrit dans sa lettre, toujours à Champfleury, où il explique ce tableau. À droite, tous les actionnaires, c'est-à-dire les amis, les travailleurs, les amateurs du monde de l'art. Qui sont-ils? Ici, vous avez Promaillet, qui était cet ami violoniste, le soutien socialiste de toujours. Ici, vous avez Bruyas, le mécène. À côté, vous avez Proudhon, qu'il a dû croquer à partir d'une lithographie, n'ayant pu le faire poser. Ici, vous avez l'ami Max Buchon, celui-là même qui parcourait les campagnes, souvenez-vous, pour attiser le socialisme des campagnes et peut-être établir des républiques de paysans qui viendraient aider les insurgés à Paris. C'est celui qui va être à la rédaction du journal Le Rouge et s'exilera plus tard. Vous avez ensuite Champfleury, l'ami réaliste, le théoricien du réalisme. Vous avez ensuite ce couple bourgeois qui seraient monsieur et madame Sabatier, qui sont eux fourriéristes, des amis de gauche de toujours. C'est celui qui parlait dans sa critique du boulet de canon dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis vous avez Baudelaire. Alors on peut se demander pourquoi Baudelaire est à ce point à droite l'ami de la bohème. Ce qu'il y a, c'est qu'entre les années de bohème, dans les années 46, 47, 48 et 1855, les relations entre Courbet et Baudelaire se sont fortement distendues.
c'est compréhensible. Vous avez un réaliste d'un côté et celui qui croit en l'imagination de l'autre côté. Donc les rapports naturellement se sont distendus, les deux personnages se sont écartés, il est poussé à droite. Et pourtant, à la fin de sa lettre, il écrit à Champfleury « Je vous ai fort mal expliqué tout cela, je m'y suis pris au rebours, j'aurais dû commencer par Baudelaire, mais c'est trop long pour recommencer. » Et il n'explique pas. Alors on va essayer de pourquoi il dit « J'aurais dû commencer par Baudelaire ». Baudelaire a copié tout un extrait d'un texte qui s'appelle « Système des contradictions économiques », qui est un texte de 1846 écrit par Proudhon. Donc peut-être que la clé de ce tableau est là. S'il avait dû commencer par Baudelaire, c'est parce que Baudelaire avait copié un texte de Proudhon. Qu'est-ce que dit ce texte? Il dit « Le travail est le premier attribut, le caractère essentiel de l'homme ». Pour Proudhon, après la chute, si on reprend une image chrétienne, le travail, c'est la salvation. C'est le, salvation, c'est pas le bon mot, c'est salvateur, c'est le salut. On sera sauvé par le travail. Le travail est au centre de la société proudhonienne. Il est la clé d'un équilibre social basé sur un équilibre entre le physique et le moral. Or, dans sa lettre, Champfleury avait commencé par écrire « C'est l'histoire physique et morale de 7 ans de ma vie ». Il paraphrase directement le texte de Proudhon, Système des contradictions économiques. Alors oui, le travail peut être au centre de cette peinture. Vous auriez différents éléments. Ce tableau est un véritable casse-tête pour les restaurateurs parce qu'il est extrêmement fluide. Or, Courbet a l'habitude de travailler avec une couche de bitume et de peindre par-dessus. Avec les années, le bitume remonte et sur une couche particulièrement fluide, le travail est délicat. La seule partie épaisse et travaillée est la partie où se trouve Courbet en train de peindre. La partie est d'autant plus épaisse qu'il la travaille ici et la palette au départ était ronde, elle est carrée maintenant pour être plus solide. Donc le centre du tableau où se trouve Courbet est la partie la plus travaillée. Deuxième chose, un atelier. Ce tableau s'appelle l'atelier. Un atelier, bien sûr, c'est l'atelier d'artiste. Mais dans les années 1850, on n'a pas encore d'usine. Là où sont les ouvriers et les artisans, s'appelle également un atelier. Donc on peut penser que Courbet est un travailleur comme un autre dans son atelier. D'ailleurs, Baudelaire en parlait comme un puissant ouvrier. Et le critique Castagnari en parle comme un ouvrier peintre. C'est une expression qui reprend à Champfleury, mais pas nécessairement politiquement. Voilà ce qu'il écrit en 1957. Il reproche à Courbet de vouloir faire de l'art moral et de vouloir mettre en pratique la conception de Proudhon, restreignant la portée du réalisme. Il dit oui, c'est un brave ouvrier peintre, perdant son temps avec cette idée de mission sociale. Donc, un homme comme Castagnari, qui est pourtant un défenseur du réalisme, l'accuse de vouloir faire du proudhonisme en peinture. Et effectivement, on peut penser que ce tableau et sa façon d'être proudhonien en peinture est de faire une allégorie du travail. Alors, oui, il est au centre de cette peinture avec l'illustration, mais même les caricatures ont bien compris que c'était un travailleur ouvrier, puisqu'encore une fois, il est présenté non pas avec un pinceau, il a parfois été présenté avec une truelle, mais ici, il est avec le pinceau du peintre en bâtiment à nouveau. Donc on peut penser que ce tableau est une peinture politique et proudhonienne, non approuvée par Proudhon, mais qui certes peut être considérée comme une peinture politique parce qu'il met en application sa conception du travail telle qu'il l'a compris en lisant les textes de Proudhon. Donc je vous ai posé une question au départ, s'agit-il d'un peintre politique ? Certainement, mais ça n'est jamais du direct. Une peinture qui se prête à l'interprétation politique, oui, mais sans jamais une idéologie affichée dans une époque certes tourmentée. En 1852, c'est la fin de la Deuxième République et Louis-Napoléon Bonaparte devient celui que vous connaissez tous, Napoléon III. On arrêtera ici, juste une petite chose, on se retrouve dans un mois, ça va prendre du temps, ces 2 dates pour 2 rendez-vous sur les impressionnistes, vous pouvez aller consulter le site. Voilà, j'espère que vous serez convaincus que c'est un peintre politique, mais que c'est loin d'être aussi évident qu'on pourrait
le croire. Très souvent, vous entendrez parler d'un peintre politique parce qu'il était communard et je ne pense pas que ce soit suffisant pour justifier du peintre. Voilà.